à tous et à toutes. Alors aujourd'hui cette vidéo est un peu différente de d'habitude. Comme vous le savez, la plupart de mes vidéos parlent des femmes, de l'histoire des femmes. Aujourd'hui c'est la journée des droits de l'enfant et je voulais vous parler d'un enfant qui avait à sa manière marqué l'histoire, d'un jeune garçon. Certains d'entre vous le connaissent sûrement déjà grâce au film de François Truffaut. Mais aujourd'hui, je vais explorer une théorie sur ce jeune garçon qui était assez méconnu. Donc en 1800, un enfant d'environ 11 ou 12 ans est capturé par des chasseurs. Il était hirsute et il vivait dans la forêt. Il était entièrement nu. Il avait déjà été aperçu quelques années auparavant. Il rôdait, il s'approchait un peu des villages. Les chasseurs ont enfin réussi à l'attraper. Donc il a tout d'abord été confié à Monsieur Bonater, un professeur d'histoire naturelle à Rodez. Et Bonater remarque que l'enfant est assez étrange. Déjà, il ne parle pas, et ensuite il se balance d'avant en arrière. Avec le menton en avant, il a un regard fixe et il émet des sons gutturales. Il a une démarche particulière aussi. Il se balance, il va au trot ou au galop, mais il ne sait pas vraiment marcher. Il a des crises d'angoisse ou de peur qui sont vraiment phénoménales, qui sont vraiment très inquiétantes, mais il peut se mettre subitement à rire aux éclats la nuit. Grâce à Bonneterre, il parvient quand même à s'habiller tout seul et il gagne une certaine autonomie, mais c'est toujours difficile de rentrer en contact avec les autres. Il est envoyé à Paris et confié à différents médecins. En fait, la thématique du sauvage, c'est une thématique qui était centrale à l'époque des Lumières. Il y a par exemple Voltaire qui a basé son livre L'Ingénu sur un homme, un Indien je crois, un homme sauvage qui se retrouve dans la civilisation et qui voit toute l'hypocrisie de la civilisation. Il y a Rousseau aussi qui a émis la théorie que les sauvages, les personnes éloignées de la civilisation moderne seraient des personnes naturellement bonnes. Donc on peut dire que c'est un thème à la mode de l'époque et il y a un vrai... Quand il arrive à Paris, il y a un vrai engouement, il y a des gens qui viennent le voir, il y a des articles qui sont faits dans les journaux. Philippe Pinel, le médecin aliéniste qui l'examine, le déclare alors idiot. Et donc il est censé rester enfermé dans une institution, mais tout change grâce à l'intervention du docteur Itard. Le docteur Itard, c'est un jeune médecin spécialisé qui travaille pour l'Institut des sourds et muets, et il a déjà débunké plusieurs idées reçues qu'on avait à l'époque. Il a par exemple montré que la surdité était rarement totale, et alors qu'à l'époque, on essayait de s'exprimer avec les sourds-muets, avec des mimiques, lui, il préconisait la lecture sur les lèvres. Il était avant-gardiste, c'était un jeune homme ambitieux. Son objectif était de civiliser l'enfant sauvage, de lui apprendre à parler, et il le présente non pas comme un malade, mais comme une victime. Il y a l'idée que cet enfant n'était pas vraiment idiot au départ, mais qu'il est devenu à cause de son état d'isolement prolongé. Et donc il est décidé que l'enfant sera logé près du logement de fonction d'Itard, pas très loin de l'Institut des sourds et muets, et il est confié à une nourrice, Madame Guérin. L'enfant avait changé de nom plusieurs fois, mais Itard décide de le baptiser Victor parce qu'il a remarqué que le petit garçon aimait beaucoup le son haut. Et donc Itard commence à essayer d'éduquer le sauvage. Il remarque de nombreuses bizarreries chez Victor. On peut lui remplir les narines de tabac sans qu'il se mette à éternuer. Il attrape des tisons brûlants avec ses mains. C'est comme s'il ne savait pas faire la différence entre le chaud et le froid, comme si ses sensations étaient atténuées. Et Itard cherche à lui faire redécouvrir ses sens
en lui faisant prendre alternativement des bains froids et des bains chauds. Il cherche aussi à lui apprendre à reconnaître des objets. Et environ 2 heures par jour, il vient lui donner des leçons. Tiens, Victor, accroche les objets. Bien, Victor, c'est très bien. Tiens. Vois. Il lui offre aussi des jouets, mais il n'y a pas vraiment de jouets qui semblent intéresser Victor. Il jette même ses quilles au feu. Mais progressivement, Victor développe des sentiments à la fois pour son maître, le docteur Itard, mais aussi pour sa nourrice, Madame Guérin. Mais il reste quand même en retrait de la vie sociale. Donc la relation qui a été présentée entre Victor et Itard, comme dans le film de Truffaut, elle a quand même été pas mal édulcorée puisque Itard, d'un côté, dans le mémoire qu'il a écrit, on sent qu'il avait une certaine affection pour cet enfant, mais en même temps, il appliquait un système classique de réprimande et de punition. Par exemple, il y avait des moments où Victor faisait de grosses colères, il ne voulait pas apprendre ses leçons, il jetait ses cartons un peu partout. Et Itard a découvert que Victor avait peur du vide. Et pour le punir, il l'a attrapé par les hanches et il l'a suspendu dans le vide. Et il a fait semblant qu'il allait le jeter du 4e étage. Victor a vraiment paniqué, il était tout en sueur. Et pour la première fois depuis qu'il avait été capturé, il s'est mis à pleurer. Et Itard reconnaît qu'il est désolé d'avoir fait ça. Mais en même temps, on voit bien qu'il ne cherche pas forcément à expliquer la peur du vide qu'a Victor, mais plus à l'instrumentaliser pour le punir, quitte à provoquer chez lui des traumas. Donc il y a aussi de la maltraitance dans ces méthodes éducatives. Et enfin, je vais vous poser la question, est-ce que Victor était autiste ou est-ce qu'on peut vraiment poser un diagnostic sur le handicap de Victor? Alors à l'époque, les journaux se posent déjà la question, est-ce que Victor était déjà idiot ou est-ce que son idiotie est due à son isolement? Et on remarque d'ailleurs que l'enfant avait de nombreuses cicatrices sur tout le corps, dont une à la gorge, et que donc on a peut-être voulu le tuer. Et peut-être que il était déjà handicapé au départ, et c'est pour cela qu'il a été abandonné dans la forêt. Il y a chez Victor différents signes d'autisme, et il serait donc plutôt un autiste non-verbal. Donc déjà, il y a le fait que Victor aime l'ordre de manière obsessionnelle. Il aime ranger des objets, les remettre à sa place. Il aime aussi écosser des petits pois en utilisant un geste de manière répétitive. Il y a aussi le fait qu'il ne se mélange pas aux autres enfants. Il ne comprend pas leur jeu et il ne s'y intéresse pas. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de sociabilité avec les adultes non plus. Les seules personnes avec qui il parvient à développer un véritable sentiment affectif sont premièrement Madame Guérin et en deuxième position le docteur Itard. Donc il a une forme de sociabilité qui est restreinte. Il a aussi un régime alimentaire qui est très restrictif. Il est végétarien, il aime particulièrement les végétaux et il refuse les sucreries, les plats épicés ou encore les boissons alcoolisées. Il est fasciné par certaines images comme la lune, ou par exemple là où dans la maison il habite, il y a un bassin d'eau et il reste assis près du bassin à se balancer
alors même qu'il fait mauvais temps et que tout le monde est rentré à l'intérieur. Et oui, il a aussi cette forme de balancement caractéristique qu'on rencontre souvent chez les enfants autistes. Il a des troubles sensoriels, il peut se retourner quand on casse une noix, mais il est indifférent quand Ithar tire des coups de feu. Petit à petit, Victor grandit, il n'intéresse plus les journaux, il ne sait toujours pas adapter à la présence des autres enfants et il est craintif parmi eux. Il ne sait dire que 2 mots, les et Dieu. Il fonctionne surtout par imitation, il arrive à tracer des lettres de l'alphabet, mais il n'arrive pas par exemple à ouvrir un robinet et quand il veut aller boire de l'eau, il reste près du robinet avec sa cruche dans la main à attendre que le robinet s'ouvre, comme si le robinet allait s'ouvrir tout seul. Au moment de la puberté, il a un développement assez normal. Il commence à se masturber, mais il ne semble pas éprouver de sentiments amoureux ni comprendre le sentiment amoureux. Ithar, qui s'impatientait que son protégé atteigne la puberté, est d'ailleurs assez énervé. Et à l'époque, la sexualité était vraiment très taboue. Et comme il n'y avait pas vraiment d'éducation sexuelle, Ithar lui prescrit des saignées et des bains pour atténuer ses pulsions. En 1807, Victor est définitivement considéré comme un idiot et on considère que même s'il a progressé, il n'a jamais acquis le langage et pour Ithar, c'est une forme de déception et de désillusion finalement. Il va finir par mourir en 1928 à l'âge de 40 ans et Gall et Spurzheim, qui sont les fondateurs de la phrénologie. Donc la phrénologie, c'est une science où on étudie la forme du crâne. Selon si vous avez telle ou telle bosse sur le crâne, ça va montrer que vous êtes fort en maths. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus considéré comme de la pseudo-science, mais bon. Et Gall et Spurzheim, quand ils étudient son crâne, ils croient découvrir une anomalie du cervelet. Donc on ne sait pas vraiment de quoi souffrait Victor et si sa maladie était due à un isolement prolongé ou s'il était déjà handicapé à la base. Moi, je trouve quand même que l'idée de l'autisme est assez convaincante finalement. Ithar, de par son expérience avec Victor, il aura été novateur dans le domaine de l'éducation spécialisée et son mémoire aura un certain succès et sera d'ailleurs traduit en anglais. Comme aujourd'hui c'est la journée des droits de l'enfant et je voulais donc vous parler de cet enfant Victor qui, avant d'être un enfant handicapé, était surtout finalement un enfant maltraité. En somme, une quinzaine de cicatrices. Des écorchures, des déchirures. La plupart sont dues à des morsures d'animaux. C'est un enfant qui a certainement dû tuer pour survivre. Et toutes ces marques sur son corps sont comme des récits de bataille. Non, mais il y en a une qui est différente des autres. Écrivez. Quand il lève la tête, on aperçoit sur la trachée artère une suture de 40 mm environ qui semble être la cicatrice d'une plaie faite par un instrument tranchant. Sans doute, ceux qui l'ont abandonné ont-ils voulu l'assassiner. C'est possible, oui, je le crois aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Bisous à tous.